Bienvenue dans Extramuros, le podcast qui met en lumière les plus belles réussites d'entreprise en région. Aujourd'hui, nous sommes à Toulouse, un épisode d'Extramuros un peu spécial et avec une petite fierté pour nous aujourd'hui, parce que c'est un hors-série enregistré à l'occasion de l'inauguration du nouvel immeuble de Newton dans le quartier de Jolimont à Toulouse. Pour cet épisode, ce n'est pas un mais 3 dirigeants toulousains que j'interroge. Noémie Duménil, tout d'abord, l'associée directrice des opérations d'Authentic Materials, une entreprise qui collecte, recycle, transforme et valorise les matières nobles, inexploitées, vouées à être détruites. Hervé Joux, ensuite, le président du groupe IJ31, acteur européen majeur de la santé et du bien-être, installé à Toulouse évidemment. Et puis enfin, Philippe Joachim, le directeur général adjoint de l'ENAC, l'École nationale d'aviation civile. Évidemment, nous sommes à Toulouse et il forme à la quasi-totalité des métiers des domaines de l'aéronautique et du transport aérien. Je suis Guillaume Pellegrin, le président fondateur de Newton Offices, de Marseille à Lille en passant par Lyon, Bordeaux ou Toulouse. J'interroge des dirigeants pour comprendre avec vous les recettes de leur succès extramuros. Dans cet épisode spécial, enregistré en live dans notre nouvel immeuble devant 80 personnes environ, nous allons faire un focus sur la métropole de Toulouse. Nos 3 invités, issus de secteurs d'activité différents, vont nous expliquer en quoi l'offre de formation d'excellence et l'entrepreneuriat sont les clés de l'attractivité toulousaine. C'est parti! On a un thème voilà, très, très sérieux qui est la Toulouse, formation d'excellence et entrepreneuriat, donc les clés qui sont les clés de l'attractivité de Toulouse. Et pour illustrer ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Noémie Duménil, que je remercie d'être là, associée directrice des opérations chez Authentic Materials. C'est bien ça. Une superbe histoire d'entreprise, entreprise innovante spécialisée dans l'upcycling de matériaux nobles pour le secteur du luxe. Et on a même la primeur d'une bonne nouvelle tout à l'heure. Hein. Breaking news qui est arrivée aujourd'hui. Une société qui travaille en collaboration avec les réseaux de recherche et de financement pour transformer des matières inexploitées en matériaux de haute qualité, avec des partenariats assez qualitatifs de marques françaises connues, que je vous laisserai dévoiler tout à l'heure. Donc merci d'être là. Merci. Philippe Joachim, merci d'être là. Vous êtes dans la direction générale de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, grande école française pour la formation des pilotes, mais pas uniquement. D'autres métiers comme les contrôleurs aériens, ingénieurs de l'aviation civile, aéronautique. École fondée en 1949. Et reconnue dans le monde entier avec des milliers d'étudiants, et notamment ici à Toulouse. Merci d'être là, et merci Hervé Jouve, le président du groupe IJ31. Merci d'être là. Une carrière entrepreneuriale au sein de grandes enseignes de distribution que vous avez su dynamiser, sublimer, dans des contextes avec de vrais challenges. Et c'est ce qui vous a amené maintenant à diriger le groupe IJ31, qui est un leader dans les secteurs de la pharmacie, optique, matériel médical. Et donc c'est plus de 1500 commerces, c'est ça, et City Commerce. J'ai bon avec vous 3 ? Oui, c'est bon ? On est bon ? On va pouvoir préciser ça du coup. On va commencer avec vous, Philippe. On va commencer à parler d'ancrage pour comprendre mieux ce territoire. En tout cas, moi qui suis pas un local de l'étape, j'ai toujours plaisir à comprendre les dynamiques des territoires. Avec cette école qui a 75 ans d'histoire, j'aurais voulu comprendre, déjà un peu mieux connaître votre école, vous laissez la parole sur ce thème-là, mais en essayant de comprendre quel a été le lien avec ce territoire et cette école. Bon, merci de votre accueil et bravo pour cette magnifique réalisation. Vraiment, je trouve que, pour l'avoir suivi, avoir suivi la construction en passant régulièrement devant, je suis charmé par le résultat. Oui, l'ENAC, bon, en même temps, vous voyez, c'est pas très difficile de parler d'une école comme l'ENAC à Toulouse. Je crois qu'il n'y a rien de vraiment très original.
Je pense qu'effectivement, ça a participé à l'époque d'une volonté justement de concentrer une partie de l'activité aéronautique sur Toulouse, puisque à l'origine l'ENAC était à Orly, et donc c'est à la fin des années 60 que l'ENAC est venu s'installer à Toulouse. Alors nous sommes à Toulouse, mais nous avons 9 centres en France. Toulouse, nous sommes pas très loin à Muret, à Castelnaudary où nous entretenons nos avions, parce qu'on a une flotte d'une centaine d'avions. Ensuite, nous sommes à Carcassonne, Montpellier, Grenoble, Saint-Yan, Biscarrosse et Melun en Île-de-France. Voilà, donc essentiellement, aujourd'hui, les personnes qui sortent de l'ENAC sont le gros des troupes, je dirais, sont des ingénieurs, mais nous formons aussi effectivement des pilotes ENAC, mais nous formons aussi des pilotes pour des compagnies aériennes. C'est le cas, par exemple, des cadets d'Air France. Nous formons aujourd'hui les pilotes d'Air France, et puis même pour des compagnies étrangères. On avait Royal Air Maroc. On forme pour l'Afrique du Sud. On forme pour la Chine aussi des pilotes. Voilà, on forme aujourd'hui des pilotes pour des compagnies directement aussi. Les contrôleurs aériens. Tous les contrôleurs aériens aujourd'hui en France et ceux qui sont situés en Hollande pour surveiller le ciel européen sont formés à l'ENAC. Et puis on a aussi évidemment des Masters of Science, des masters spécialisés. On a des formations à l'étranger. Là, nous étions en réunion cet après-midi pour regarder l'évolution de notre présence en Chine, avec beaucoup de formations justement de ce point de vue. On reçoit d'ailleurs souvent des élèves chinois à Toulouse, des diplômes d'ailleurs d'ingénieurs qui se font en français pour ces ingénieurs chinois. Et puis, on fait de la formation continue. On évoquait tout à l'heure l'aéroport de Blagnac, avec une personne qui est à la tête de l'aéroport de Blagnac, qui est issue de l'ENAC, qui a fait sa formation à l'ENAC, mais qui a été directeur adjoint de l'ENAC. Mais la plupart des directeurs d'aéroports en France ont fait l'ENAC. Voilà, donc c'est une école qui est de ce point de vue assez spécifique par rapport aux autres écoles, parce que souvent, soit il y a des écoles de pilotes, soit c'est des écoles d'ingénieurs, mais rarement les deux. Et donc on fait beaucoup de formations continues. C'est à peu près, c'est plusieurs milliers de stages par an de formation continue sur des thèmes comme la sûreté, l'intelligence artificielle, les questions environnementales, etc. Toujours liées évidemment à la question de l'aviation. Merci. Noémie, également, même question. On constate, je le constate très souvent, il n'y a pas de belles innovations sans un écosystème qui a un capital humain particulier, pour ne pas dire exceptionnel. Je crois que vous en êtes une bonne illustration, vous aussi. Alors, c'est pas moi justement qui suis diplômée d'une école de Toulouse, mais en tout cas, on a des personnes chez nous, oui. Je fais juste je rajoute une information. Vous avez fait aussi des très belles startups issues de l'ENAC. J'en profite puisque j'ai eu la chance d'en côtoyer une. Donc nous, Authentic Material, en fait, on est quand même une société qui travaille dans la chimie à l'origine, et nous, c'est vrai qu'on a très bien, on a très bien su profiter du territoire académique, aussi parce que mon associé et moi-même, en fait, on travaillait en transfert de technologie, et notre métier, c'était de valoriser la recherche académique vers l'entreprise. Et nous, on en est un exemple, puisqu'en fait, on a valorisé une technologie qui, à l'origine, vient de l'aéronautique et qu'on a transférée pour travailler. En fait, c'était une technologie pour les matériaux, pour l'aéronautique, et nous, on l'a transformée pour les matériaux nobles vers l'industrie du luxe. Donc c'est vraiment pour dire que nous, on est complètement parti en effet du territoire des laboratoires académiques. On a su largement aussi profiter, parce qu'on connaissait, parce que c'est un job à temps plein quand même de s'y retrouver. On a aussi su profiter du coup des écoles. Donc on a pris des élèves en thèse chez nous, qui ont fait leur thèse chez nous, qui sont restés d'ailleurs chez nous, donc des thèses CIFRE. Et on a aussi laboratoire commun. Alors nous, on n'est plus sur les écoles de chimie, donc nous, on est très NCA7. Tous nos recrutements se font là-bas. Et donc, pour nous, c'est en effet important de rester là. Et on continue de prendre des gens en stage. On fait aussi des modules dans ces écoles où on n'hésite pas à intervenir, parce que ça nous permet aussi, nous, de repérer des potentiels recrues pour plus tard. Pourtant, on avait dit de faire gaffe. En fait, il ne fallait pas me le dire. Ça ne me serait pas arrivé.
Vous pouvez nous en dire un peu plus sur vos métiers moi, je suis vraiment passionné par ce que vous faites. Bah alors, nous, Authentique, notre métier, c'est de fabriquer des matériaux naturels d'exception. Notre métier, c'est de faire des matériaux circulaires. Donc, c'est de partir de déchets de matières naturelles, essentiellement du cuir, puisque dans l'industrie du luxe, on a une grosse problématique de valorisation du cuir. La législation nous interdit de le détruire aujourd'hui. Et c'est un matériau qui a plein de tannages différents, d'espèces animales différents. Et donc, le recyclage est extrêmement complexe. Et donc, nous, on a développé une technologie là-dessus, donc en partenariat même au démarrage, même avec le CIRIMAT d'ailleurs. Bon, enfin bref. Et de cette technologie, on a développé 2 gammes de matériaux. Donc, on arrive à faire des matériaux 100% naturels à partir de chutes de cuir ou des matériaux dits thermoplastiques, donc qui sont faits à 50% de cuir, à 50% de plastique. Et nous, en fait, notre solution, c'est de dire, on vous propose une solution de gestion de fin de vie de votre cuir, ou de matière naturelle en général, mais c'est surtout du cuir. Et en même temps, on vous propose de réduire votre consommation de plastique de 50%, parce que si on met 50% de cuir, on a retiré 50% de plastique. Donc voilà ce qu'on fait. On reste une petite entreprise. On a notre usine à Portée-sur-Garonne que nous, on a inaugurée en septembre. On a comme actionnaire minoritaire, j'insiste sur le minoritaire, on a Chanel quand même qui est rentré. Et cette année, et aujourd'hui, je peux le dire, parce que c'est bientôt la fête des mères et vous connaissez tous cette marque de maroquinerie Pollen, vous avez envie d'acheter le nouveau sac qui est fait en authentique matériel. Donc n'hésitez pas, on est super contents. C'est la première fois qu'on peut communiquer parce que les marques de luxe nous l'interdisent. Donc avec Pollen, c'est vraiment un partenariat totalement différent qui s'est mis en place. Il paraît qu'il y a un code de réduction avec authentique non. matériel. Malheureusement, non. Tant pis. J'ai déjà fait mon cadeau, moi, je m'en fous. Non, mais je faut en faire pour 2. Noël. Pour Noël. Vous pouvez prendre de l'avance. Merci. Hervé Jouve, même question, connaître un peu mieux votre groupe et l'interaction avec ce territoire. Alors, notre groupe, il n'a pas 70 ans, il a 30 ans, puisque la première pharmacie, la pharmacie Lafayette, c'était il y a 30 ans. Enfin, l'année prochaine, ça fera 30 ans rue Lafayette. Donc, c'est un groupe aujourd'hui de santé qui a pour ambition de devenir un leader européen de la santé. Il fonctionne autour de quatre verticales. La première, c'est tout ce qui va tourner autour de l'AF, donc pour Lafayette. Et dans ce cadre-là, on a de l'optique, du matériel médical, des pharmacies, une parapharmacie qui est assez connue à Toulouse. On développe cette approche-là à la fois en France, puisqu'on doit avoir pas loin de 300 pharmacies, et à l'étranger, puisque Lafayette s'est exporté en Espagne, où on a aujourd'hui, au travers d'un réseau qui s'appelle Ecosotics, 130 pharmacies. On a une deuxième verticale qui est une verticale aujourd'hui de groupements régionaux. Donc on a aussi pas loin de 800 pharmacies anonymes, si je peux dire ça comme ça, puisque en groupements régionaux, elles revendiquent leur indépendance, leur liberté. Et donc on leur apporte un certain nombre d'éléments, des conditions commerciales, des savoir-faire, des marques propres, de l'accompagnement. On a une troisième verticale qui est autour du matériel médical, puisque c'est souvent un prolongement de la pharmacie, le matériel médical, à la fois physique et digital. Et puis on a une quatrième verticale qui est une verticale digitale, puisqu'aujourd'hui le groupe, au travers de Digital, Cocoon Center et parapharmacielafayette.com est devenu le premier acteur de parapharmacie en ligne français. Voilà. Donc ça, c'est le groupe à date. C'est un groupe qui faisait pas loin de 2,7 milliards de chiffres la fin de l'année dernière, qui devrait approcher les 3,5 milliards cette année. Donc il y a une croissance rapide, qui rachète beaucoup d'entreprises, puisqu'on en rachète à peu près 3 par an. Et puis ce que j'aurais peut-être dû commencer, c'est qu'on est un groupe toulousain. On est ici, on est né ici, on a disrupté le marché de la pharmacie ici. On a été à la fois combattu, mais aussi à la fois soutenu. Et moi, quand on m'a dit de venir vous voir, il faut savoir aujourd'hui accompagner les jeunes entreprises, tous les entrepreneurs qui veulent arriver à Toulouse. Et comme j'ai vu que dans mon agenda, j'avais un joli trou, je me suis dit que quoi de mieux que de venir accompagner l'implantation d'une nouvelle société à Toulouse. Merci. Vous êtes la preuve qu'il n'y a pas que l'aéronautique. Moi, j'entends souvent ça quand je viens sur ce territoire. Est-ce que ce groupe pourrait plus naître ailleurs, se développer ailleurs de la même façon ? Alors, peut-être pas, parce que dans la chance des fondateurs que j'ai rejoint, le groupe a été créé en 95. Moi, je les ai rejoints en 2012. Je me suis associé avec eux en 2014. Et puis, l'aventure a vraiment commencé à partir de ce moment-là. Il y avait quelque chose qui était terrible, c'est que c'était Pharmacie Lafayette, rue Lafayette.
Et mine de rien, on aurait été pharmacie, je ne sais pas, Lebrac, rue Lebrac. Ça n'aurait peut-être pas eu la même portée en France et même ailleurs, hein, parce qu'aujourd'hui, tout le monde connaît Lafayette. Et d'ailleurs, il y a souvent des amalgames entre les magasins Lafayette. Ce qui nous a d'ailleurs valu, il y a quelques années, un petit procès avec eux, hein, et un accord de coexistence, parce que quand on était petit, personne ne s'intéressait à nous. Et maintenant qu'on est devenu plus gros qu'eux, automatiquement, il y a des problèmes de marque, de territoire de marque propre aussi, hein, puisque nous avons aussi 12 marques de marques propres, et ils avaient peur qu'on utilise la marque Lafayette pour créer des marques de cosmétiques. Voilà. Et donc, il nous a fallu régler un accord de coexistence. Donc non, je ne pense pas que ça aurait été différent si on n'avait pas commencé à Toulouse. Et on a eu cette chance-là de commencer aussi rue Lafayette, avec quelque chose qui était très disruptif et qui le reste d'ailleurs toujours aujourd'hui. Pour revenir sur l'aéronautique, est-ce que typiquement pour moi qui connais moins bien l'histoire de l'aéronautique, savoir est-ce qu'on arrive à expliquer le fait que ce soit né ici, ou est-ce que c'est le talent de certaines personnes à l'époque qui fait qu'aujourd'hui on a des fleurons comme votre école ici? Oui, il y a eu quelques personnalités qui ont marqué l'histoire de l'aéronautique et qui sont passées par Toulouse et qui ont lancé effectivement cette spécificité sur ce territoire. À l'origine, il y avait quelques pilotes d'origine anglaise qui s'étaient installés du côté de Pau, du côté d'Usain. Et en fait, les premiers essais, le voisinage trouvait ça un petit peu dangereux et bruyant. Donc bruyant, ça l'est toujours, hein, mais dangereux, heureusement, un petit peu moins. Et donc, ils sont partis de Pau, ils sont venus s'installer par là. Et puis après, il y a eu des grands noms, évidemment, toute l'épopée de l'aéropostale avec les Syntex et autres, la TECOR, évidemment. Et ça a été le début de l'histoire, évidemment, avec un tournant majeur avec l'installation, la création, puisque c'était une décision politique, la création d'Airbus, qui a été la première entreprise binationale créée en Europe. Et donc, ça a été évidemment le début de la très grande aventure aéronautique de Toulouse. Merci. Merci pour ce petit point historique. Merci. Noémie, du coup, si on passe sur ces sujets donc de formation, d'excellence qui permettent d'avoir des talents sur un territoire sans lesquels, je pense, rien n'est vraiment possible pour nos entreprises. Comment vous en profitez de cet écosystème aujourd'hui pour pouvoir développer votre entreprise ? Sur la partie formation, j'ai déjà un peu évoqué comment est-ce qu'on avait fonctionné, hein, laboratoire commun, thèse, etc. Après, il y a un autre sujet, parce que vous disiez, on a toujours l'impression qu'il n'y a que l'aéronautique à Toulouse, mais c'est pas grave, hein, moi j'en suis issue, j'assume, plutôt du spatial d'ailleurs. Mais peu importe, c'est aussi que... Alors, cela n'engage que moi, je pense... nous, on s'est posé la question à un moment ou à un autre... la question, on ne se l'est pas posée très longtemps, mais par acquis de conscience, est-ce que ce ne serait pas intéressant pour nous d'aller à Paris ? Tous nos clients, ils sont à Paris. On n'a personne sur place. Et en fait, par rapport à tout ce qui peuvent être aussi les aides régionales, BPI, région, même de Toulouse Métropole, on s'est dit qu'il y avait peut-être moins de dossiers candidats, particulièrement dans notre domaine, parce qu'on a la chance, nous, de pouvoir jouer un peu sur plusieurs axes en fonction de l'appel à projet, si je puis dire. C'est soit le luxe, soit la circularité, l'environnement, la technologie, etc. Et on s'est dit que les dossiers, par exemple, pour des financements d'innovation en Ile-de-France, il devait y en avoir un sacré paquet, et que la proximité était peut-être pas la même. Donc, il y a cette partie d'écosystème pour nous qui a été important. L'autre point, c'est quand on a aussi voulu grandir, puisqu'avant on était tout petit, et qu'on a voulu, on est toujours petit en personne, mais en tout cas avoir notre usine. Mais il a quand même fallu trouver des mètres carrés. Et des mètres carrés à Paris et à Toulouse, c'est pas tout à fait pareil, surtout pour des mètres carrés industriels. Si c'est pour être vraiment en dehors de Paris, autant être à Toulouse en réalité. Et en fait, on a aussi eu pas mal de propositions, par exemple, de communautés d'agglos aussi, etc., pour essayer d'attirer de l'activité, parce que c'est vrai que Toulouse, quand même, polarise beaucoup d'activités. Bon, pour X raisons, notre choix s'est porté sur Garonne.
Et donc voilà, il y a quand même. Alors, on a un binôme chez nous. Moi, c'est pas du tout moi d'habitude qui suis sur cette partie réseau, région, On se voit pas. etc. Bon, ok, merci. Donc c'est lui qui Portait s'est très bien. vraiment parfaitement grenouillé avec tout cet écosystème. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Et il y a aussi tous les réseaux d'entrepreneurs aussi dont on a fait partie. Donc ils nous ont aussi permis de nous aider à nous repérer parfois aussi les multiples chemins d'entrepreneurs possibles. Moi, je voulais rajouter quelque chose. Jusqu'à il y a peu de temps, j'étais vice-président du MEDEF. La région, parce qu'il faut élargir un peu Toulouse, ce n'est pas qu'Airbus. C'est vrai que c'est un fleuron qui amène autour énormément d'emplois, mais on a une filière d'excellence dans la santé. Il ne faut pas oublier l'Oncopole, Pierre Fabre. Enfin, je pourrais citer un certain nombre de sociétés dont on fait partie d'ailleurs autour de la santé. On pourrait parler autour de l'agroalimentaire. Il y a une très très grosse filiale autour de l'alimentaire. On pourrait parler autour des nouvelles techno et des startups. On est aussi une région qui attire beaucoup de startups. Donc, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir bénéficié de toute l'attractivité autour de ce pôle Airbus. Et quand je dis Airbus, c'est aussi espace, puisqu'il n'y a pas qu'Airbus, il y a toute la partie aussi espace qui est assez forte. Mais on a la chance d'avoir une région qui a beaucoup d'atouts. Alors, elle a quelques handicaps, mais en tout cas, elle a beaucoup d'atouts. Quel handicap ? La mobilité, qui est un véritable handicap pour venir à Toulouse ou pour sortir de Toulouse, c'est extrêmement compliqué. C'est-à-dire que l'avion ne vous amène pas partout, le train, il est défaillant, en tout cas pour l'instant, avec des temps de transport qui sont très compliqués, que ce soit vers Paris, que ce soit vers Marseille, que ce soit vers Barcelone. On voit bien que c'est quelque chose qui est très compliqué. Vous avez aussi entendu qu'à partir de 2026, on allait perdre en fait la liaison Air France entre Toulouse et Paris, même si nous annoncent Transavia en échange et qu'il y a des discussions qui sont en cours. Il n'empêche que Transavia, c'est pas Air France. Et c'est vrai que pour toutes les entreprises qui aujourd'hui ont besoin de pouvoir partir pour exporter leur savoir-faire, proposer leur savoir-faire ou l'accueillir, ça reste quand même un complexe. Je me permets. Allez-y, moi je vous regarde. Vous avez tout à fait raison. Alors nous, c'est vrai que par rapport à nos clients, on joue vachement sur l'expérience totale de venir à visite authentique matériel. On vous invite le soir. Alors on essaie de le faire plutôt au printemps-été. Bon là, c'est un peu la météo est pas trop là-dessus. Mais en fait, on essaye de faire en sorte que venir en visite à authentique, c'est un peu plus que ça. Donc c'est vrai que, alors du coup. Comme ils sont souvent obligés de passer une nuit, en effet, pour toutes les problématiques, parce que nos clients, et comme ils sont un peu dans le mode développement durable, ils viennent en train. On ne peut pas faire l'aller-retour dans la journée. Donc, ils sont obligés. Donc, en fait, on vend un peu. Oui. D'Italie aussi. Alors, je ne vous dis même pas. J'y vais jeudi, c'est l'enfer. Mais donc, voilà. Donc, on essaye un peu de vendre un peu le bon vivre toulousain. C'est un peu notre carte bonne humeur. On surjoue peut-être un peu, mais on fait avec ce qu'on a. Philippe, on va y arriver à faire un peu différent en avion, un peu plus en avion. Vous avez de l'info complémentaire par rapport à tout ça? Non. En fait, avant d'être allé, je ne vais pas faire tout mon CV, mais il se trouve que j'ai œuvré pendant 10 ans à la région. Et à l'époque où j'étais à la région, c'est le moment où on a relancé l'histoire du TGV. Pourquoi ça a bloqué alors que tout le réseau aurait dû se développer par Toulouse aussi, de LGV, c'est évident. En fait, parce que le secteur aéronautique a fait longtemps pression, effectivement, pour dire attendez, vous ne pouvez pas jouer les deux tableaux. Ça, c'est la réalité. Je me souviens d'une discussion âpre avec le directeur régional d'Air France qui reprochait aux personnes qui s'étaient mobilisées pour la LGV en disant mais si vous faites ça, vous tirez une balle dans le pied. Ici, c'est l'aéro, etc. Bon, voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle. Alors, aujourd'hui, je crois que c'est parti. D'ailleurs, la LGV, je crois que c'est je ne sais pas si c'est le premier coup de pioche, mais enfin, le projet est lancé. C'est 2030. Oui, 2030. Pas demain. Oui, c'est pas demain, mais enfin, il faut à un moment donné, ça peut. Non, là, je crois que c'est effectivement bien parti. Pour autant, ok, on a des points faibles
comme tous les territoires, chacun a son point faible, son talent. Pour autant, moi je regarde les classements, hein, Toulouse arrive en tête des territoires en termes d'attractivité. C'est une évidence. Je confirme. Nous, notre observatoire est sur l'attractivité des métropoles et Toulouse est sur le podium numéro 2 auprès des salariés en France. Ben oui, c'est... Après qui? Après Bordeaux. Pour vous? On avait dit qu'on ne la posait pas cette question. Vous êtes bordelaise, non? Pas du tout, je suis parisienne, désolée. Aujourd'hui, en tout cas dans un certain nombre de classements, Toulouse arrive en tête sur les questions d'innovation, d'ouverture à l'international, même si c'est peut-être difficile d'arriver ici, sur les questions de développement économique et sur les questions démographiques, et notamment le fait de pouvoir trouver sur site les talents, et ça rejoint justement le travail de tout l'enseignement supérieur, enfin de toute la formation, puisque ici on peut trouver un vivier de talents et ça participe au développement économique de ce territoire. C'est un peu ce que disait aussi Noémie, mais peut-être que vous pouvez l'illustrer avec vos étudiants. Ils viennent du monde entier. On vient volontiers sur ce territoire. Il y a effectivement, on accueille des élèves. J'évoquais tout à l'heure des compagnies pour lesquelles nous formions les pilotes. Il y a des élèves qui viennent du monde entier. Alors, il y a encore une marge de progression incontestablement. Je ne vais pas vous dire qu'on est arrivé au top, effectivement, peut-être. Voilà, mais il se trouve que aujourd'hui, les besoins sont tels que et les échanges augmentent de façon très significative. Donc, je pense que les résultats de ce point de vue vont progresser de façon très rapide, quoi. Hervé, donc, on a évoqué un petit caillou dans la chaussure. Ce n'est qu'un caillou. Oui. Voilà. Et justement, la chaussure tient et on est très heureux d'être ici. Et sur ici, l'attractivité, plus globalement, pour vous, qu'est-ce qui vous projette dans les années qui viennent sur ce territoire? Alors d'abord, on est très fiers d'être toulousains, parce que nous, on est sous LBO, donc on a des fonds qui sont des fonds français pour l'instant et qui sont hébergés à Paris, qui auraient pu avoir la bonne idée ou la mauvaise idée de nous demander de déménager à Paris. Ce n'est pas le cas et on est très ancré ici. On travaille avec beaucoup de sociétés locales, c'est aussi un point important parce que quand on parle de pôle d'excellence, dans nos avocats, experts comptables, communication, marques exclusives. Nos marques exclusives, à 75%, elles sont toutes faites en Occitanie. Et ça, c'est aussi un point important. C'est-à-dire qu'on peut aller chercher de la fabrication ailleurs, à l'étranger. Et en fait, pour la majorité, elles sont dans le coin. Donc, on promeut notre région. On est très ambassadeurs. Alors, c'est vrai que le caillou permettrait de régler certaines choses. Ça sera réglé forcément dans le temps. C'est vrai qu'on a un solde migratoire de 15 000 personnes par an. Donc 15 000 personnes par an, si on ne travaille pas la mobilité, on voit déjà que les périphes saturent, on voit que le train est compliqué, on voit que l'avion devient... Donc il faut juste préparer le futur, parce qu'il y a un moment, ça va buter. Et ça va devenir de plus en plus compliqué. Les Toulousains qui prennent la 62 pour partir les week-ends quand il fait beau, comprennent ce que c'est. Il y a 15 jours, c'est 4 heures pour aller jusqu'à Narbonne. Voilà. Et donc tout ça, c'est des choses qui nous préoccupent aussi. Alors là, je parle plus avec mon ancienne casquette MEDEF, parce qu'il faut savoir préparer le futur, continuer à rendre la région attractive pour tout un tas d'autres métiers, et faire que quand on va travailler en Italie, moi je suis en train d'essayer de me planter en Italie, pour aller en Italie, je perds 2 jours. Voilà, parce que il faut que je passe par Paris, il faut que j'aille en Italie. Voilà. Et c'est vrai que à l'horizon du XXe siècle, même si on peut faire beaucoup de choses en visioconférence, il y a des moments quand on veut négocier des contrats, aller voir des gens, donner envie de travailler avec soi, il y a besoin d'avoir ces éléments-là. Mais il ne faut pas retenir que ça. C'est vrai que notre région est belle. Bien sûr. Noémie, vous le voyez comment là, les prochaines années Alors déjà, j'avais juste envie de raconter une petite anecdote sur le fameux bon vivre toulousain, parce que pour nous, c'est évident le côté aéronautique, mais nous, ça nous amuse souvent en fait, quand on va chercher, dans l'expérience, on va aller chercher à l'aéroport. Et en fait, souvent, on fait le petit tour dans Toulouse et en fait, on passe devant l'ENAC, devant le CNES. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui... On est là, c'est là où les pilotes sont formés, l'Agence spatiale française et tout ça. Et en fait, ça participe à l'expérience et au fait à l'aura de notre ville où tout le monde... Et là, je peux le dire parce que je suis d'origine parisienne, où en dehors de Paris, il se passe des choses. Et en fait, en dehors de Paris, il se passe des choses. Donc voilà, ça, c'était juste pour la petite anecdote.
Moi, par rapport à l'avenir, je sais pas trop qu'à vous dire. En tout cas, pour nous, c'est sûr que c'est quand même problématique, c'est l'aspect mobilité, parce que dans un monde merveilleux, nous aussi, on aimerait pouvoir dupliquer notre modèle à l'étranger. Donc ça, c'est une chose. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on est très ancré à Toulouse et on partira jamais de Toulouse, pas pour l'équipe, pour toutes les raisons qu'on a évoquées, qu'on est tous quand même très attachés à ce qu'on a pu y trouver ici, et que sincèrement, ce qu'on pensait être un vrai problème par rapport au business dans lequel on est, en fait, ça n'est pas tant que ça, parce qu'on a aussi quand même, nous, nos clients, finalement, on s'aperçoit que beaucoup de leurs fournisseurs ou de leurs ateliers sont en région et dans des endroits parfois vraiment ultra paumés. Donc finalement, aller à Toulouse, c'est quand même pas si compliqué que ça. Et puis aussi, on peut se dire, je digresse un peu, mais de se dire, en fait, si on était à Paris et qu'on était toujours disponible, peut-être que nos clients seraient moins disponibles. Alors quand on dit on est là 3 jours, est-ce qu'on peut se voir, ils se rendent disponibles. Donc voilà, si on pouvait être plus mobile, ce serait super. Ça ne dépendra pas d'Authentic Material. Mais moi, si déjà le train, on pouvait avoir une LGV qui fonctionne... et ça, ce serait déjà énorme. Et par contre, je suis hyper d'accord avec vous. La visio, ça va à un moment, mais quand on veut vraiment faire du business, surtout autour des matériaux, à un moment, il faut se voir, quoi. Donc, on n'a pas encore à toucher. Ça a des limites. Moi, je rajouterai un point dans l'attractivité de Toulouse. Je vais faire mon chauvin, mais il y a un super match samedi à 15h45. Et comme je suis aussi sponsor officiel du Stade Toulousain, je ne peux que les citer. On a aussi le Stade Toulousain. Et quand j'ai des étrangers qui viennent, quand on leur parle du Stade Toulousain, quand on leur parle du rugby, et si on peut les amener voir un match, ça marche. Vivre Toulouse. Ça marche bien. Oui, mais c'est comme les avions, il n'y a pas assez de place au Stade Toulousain pour revenir au match samedi. Exactement. Je me suis permis tout à l'heure une petite blague. En tant que Marseillais, je me suis dit que j'étais légitime à parler de Coupe d'Europe, mais avec ma casquette de footballeur. Et je souhaite du coup tout le meilleur et je serai avec vous. Le classement n'est pas si fou pour. On est d'accord. J'ai l'impression d'être un peu un Stéphanois d'une autre époque à parler des poteaux carrés. Mais je vous souhaite, je serai avec vous samedi de tout cœur pour cette finale. Alors, vous savez, vous avez un Marseillais qui est très implanté à Toulouse, qui est un assureur de renom. Ah oui. Champion olympique de natation, Fabien Gillot. Ah oui. Voilà, qui est aujourd'hui. Une belle success story aussi. Exactement, ouais. C'est une très très belle société toulousaine en courtage en assurance qui s'est lancée maintenant il y a 7 ans. Voilà, et Fabien Gillot, donc, qui est le plus grand médaillé français, champion olympique, champion du monde, notamment en relais avec ses compères. A une société ici à Toulouse avec son associé Jules Julien, qui font partie des jeunes d'ailleurs du MEDEF. Et c'est là aussi l'attractivité de la région. Alors lui, il râle parce que de Marseille, tous les lundis, il se tape la route pour venir en voiture. C'est 4h30 de route, mais vous voyez l'attractivité quand même de cette ville et de tout ce qu'on peut y faire, c'est que leur siège social aujourd'hui, il est à Toulouse et il se développe à partir de Toulouse, même si maintenant ils ont racheté un peu partout. On tourne quand même autour du sujet de la transition écologique avec vos clients, partenaires, actionnaires qui veulent venir en train. Vous êtes souvent l'avion et le coupable tout désigné de tous les maux autour du carbone. Comment vous l'appréhendez ça, ce sujet-là, vous qui êtes en première ligne à l'ENAC? Est-ce que les startups que vous avez travaillé là-dessus, comment c'est perçu par les jeunes qui arrivent chez vous? Alors, non seulement les startups, parce qu'on a créé il y a maintenant 5-6 ans un incubateur à l'ENAC. Tout était parti, d'ailleurs, vous l'évoquiez tout à l'heure, c'était parti d'une conférence des grandes écoles qui faisait le diagnostic du retard des écoles d'ingénieurs françaises sur la participation des élèves à la sortie des écoles sur des projets de start-up ou même monter des projets. Et donc, on a créé un incubateur. On risque d'ailleurs de fusionner avec Super-Héros pour créer une grosse structure d'incubation. Donc, pré-incubation, incubation, accélération. Et donc, depuis, nous avons lancé ça. C'est une petite centaine d'emplois que les startups ont créés. Certaines œuvrent évidemment dans ce domaine-là, la plupart d'ailleurs. Mais on a aussi des équipes de recherche dédiées à la question environnementale. Et puis maintenant, même nos élèves, puisqu'on fait des rentrées où tous nos élèves, quelle que soit leur formation initiale,
passe par une rentrée climat, donc qui travaille sur... on en fait 2 semaines par an, puis on a injecté de plus en plus. Parce que c'est d'abord, c'est une attente de nos élèves. Nos élèves, ils ne sont pas différents du reste de la jeunesse. Hein. Ils sont aussi conscients des questions, des problèmes environnementaux, tout autant qu'un jeune dans quelque école que ce soit, dans quelle faculté que ce soit. Et donc, mais en même temps, ils veulent que ça change, ils veulent que ça bouge. Ils organisent depuis 3 ans un hackathon au mois de février avec toutes les autres écoles toulousaines, avec un certain nombre d'écoles toulousaines sur le thème de l'aviation décarbonée, justement. Ils ont, voilà, moi j'étais de jury encore il y a une semaine. Il y a eu une dizaine de projets de start-up qui ont été présentés par des élèves. Il y en avait les 2 tiers qui portaient sur des questions de décarbonation. Hein. Voilà, donc nos jeunes sont mobilisés. Bien sûr, on prend de plein fouet les critiques, à juste titre d'ailleurs, du secteur, à l'encontre du secteur aéronautique. Voilà, bon, pendant qu'on parle d'aéronautique, on parle pas d'un certain nombre de secteurs, hein, donc c'est un peu facile. On est clairement identifiable, mais effectivement, en téléchargeant nos vidéos préférées, nos films, etc., on produit autant de CO2 que l'ensemble de l'aviation mondiale. Bon, c'est pas grave, on va pas. C'est comme ça. Là aujourd'hui, les perspectives sont claires pour tout le secteur. C'est évidemment d'aller vers beaucoup plus de décarbonation, mais c'est de fait le secteur de transport, un moyen de transport d'avenir. Pourquoi ? Parce que les infrastructures d'un point A à un point B enfin, l'avion par définition, il décolle d'un aéroport. Et donc, si demain nous avons des avions hydrogène, on verra des avions plus électriques, en tout cas qui diffusent moins de CO2, on aura probablement, peut-être d'ailleurs, au final, le moyen de transport le plus décarboné. Il y a quelques efforts à faire, on n'y est pas encore, mais on voit bien les efforts qui ont été faits, les progrès qui ont été rencontrés depuis quelques années. C'est le motif d'espoir, c'est des avions plus propres, bien sûr. un horizon. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, même par exemple, aujourd'hui, on a quand même réduit considérablement la consommation de carburant, mais de façon. Alors, c'était pas du tout pour des questions environnementales, c'était pour des questions de coût, puisque le carburant représentait 40% du prix d'un billet. Donc voilà, donc moins on consommait de carburant. Mais aujourd'hui, il se trouve que les 2 sujets se rencontrent et il y a une vraie dynamique là-dessus. On voit bien les efforts, les progrès qui sont faits, pas que par Airbus, par l'ensemble de la chaîne concernée. Moi, je trouve que les critiques sont infondées. C'est-à-dire qu'on est dans un monde d'extrêmes. L'avion n'est pas si polluant que ça, et il est essentiel et utile. Et il faut essayer de lutter contre les lobbies qui veulent à chaque fois stigmatiser quelque chose, alors que ce quelque chose est essentiel et utile. Moi, je suis assez proche, comme je vous le disais, du patron de l'aéroport. Aujourd'hui, en fait, l'avion à Toulouse, ce qu'on dit, c'est surtout le minuit, 6 heures du matin, où ça fait du bruit. Effectivement, ça fait du bruit. On a laissé construire des maisons près de l'aéroport. L'aéroport, il est là depuis très longtemps. Et on est en train de dire, en fait, aux personnes de l'aéroport, maintenant, il faudrait que vous arrêtiez l'activité, alors que toute la nuit, il y a du fret. Et ça fait partie aussi de la vie de l'aéroport. Et moi, je me dis souvent, il faut quand même faire attention avec tous ces effets de bord, parce que quand vous voyagez, et on a la chance de voyager beaucoup, l'avion n'est pas si polluant que ça. Et d'ailleurs, aujourd'hui, notamment avec les nouveaux avions, c'est très peu polluant. Quand on va à l'étranger, on voit des choses qui sont hallucinantes, qui sont tolérées et acceptées, et parfois pas très loin de France. Et nous, on a cette volonté toujours d'être le plus, comment dirais-je, le meilleur élève de la classe. Je pourrais prendre comme exemple le nucléaire, où un certain nombre de dirigeants, il y a 15-20 ans, il ne fallait pas faire de nucléaire, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. Et puis aujourd'hui, tout le monde est en train de galoper pour mettre du nucléaire, parce que finalement, c'est la meilleure énergie, c'est peut-être la moins polluante et celle qu'on maîtrise le mieux. Voilà. Donc, je dis toujours, voilà, il faut savoir, et nous, c'est notre rôle en tant que chef d'entreprise, de ne pas subir tous ces éléments-là, et au travers de nos syndicats, là pour le coup, alors, je ne suis plus vice-président du MEDEF, mais là j'aurais mis la couche aujourd'hui, de pouvoir dire résistons et luttons, parce que si on prend une ville comme Toulouse, si demain il n'y a plus d'avions, ce qui pourrait arriver d'une certaine manière, je ne sais plus ce qu'on fait. Et là pour le coup, tous les discours qu'on a eus sur l'attractivité, il n'y a plus rien. Voilà.
Là, Airbus Avion se porte parfaitement bien, donc pour l'instant, on est à peu près tranquille en termes de vente. Mais si je reviens sur votre propos, nous, on a à une échelle qui est peut-être plus accessible à tout à chacun. On a des clients qui jusqu'alors font 100% plastique d'origine fossile et on discute avec eux. Et du coup, on leur ouvre un potentiel d'amélioration et d'un seul coup, ils veulent des matériaux qui font papa-maman. Et en fait, c'est ça ou rien. Donc en fait, le discours, c'est peut-être qu'on peut faire étape par étape. On a déjà des matériaux qui fonctionnent, qui sont déjà beaucoup plus vertueux. Et oui, on va faire de la R&D pour faire le super matériau. Donc en fait, aujourd'hui, c'est un peu, on passe, soit on n'est pas du tout modéré, sauf quand même quelques. Enfin, je pense à des gens où en fait on fait étape par étape. L'important c'est de progresser et progressons ensemble, progressons ensemble, pardon. Et après, bon, il y a aussi tout un tas de débats sur tout ce qui va être plastique recyclé, biosourcé, la fin du pétrole, ce que les ACV, les analyses de cycle de vie. Mais là, si vous me branchez, c'est une autre table ronde qu'il faudra faire. Mais en tout cas, on a fait la semaine dernière une masterclass pour essayer de déconstruire certaines croyances, en fait, justement, sur tout ce qu'on pense, en fait, ce qu'on lit très vite sur des feeds Internet. Hein. Et en fait, dans tout ce qu'on fait, de toute façon, il n'y a pas de solution miracle. Il y aura toujours des compromis. Donc, à partir de là, il faut juste les faire en connaissance de cause, avec surtout la bonne grille de lecture. Et sa propre grille de lecture avec du sens critique. Oui, puis on peut agir dans toutes les sociétés. Hein. Il ne faut pas dire dans mon propos précédent qu'il n'y a rien à faire. Hein. Nous, de la même manière que vous, depuis pas mal d'années, en fait, tous nos produits en marque exclusive, on a réfléchi en fait à la composition des produits, donc naturel, bio. On a enlevé les packaging, c'est du plastique recyclé, c'est de l'encre aujourd'hui qui n'est pas polluante. Nos crèmes solaires ne polluent pas les coraux. Voilà, donc au fur et à mesure, on a travaillé de plus en plus et on développe de plus en plus de produits comme ça, de gamme de produits qui montrent qu'on est concerné aujourd'hui par notre environnement. De la même manière, on écrit à tous nos partenaires laboratoires, voilà, en s'assurant que dans leur process de fabrication, ils respectent un certain nombre de choses, et ça va jusqu'au travail des enfants, parce qu'on l'a oublié, mais dans nos approches environnementales, ce sont des choses, et notamment dans certains pays étrangers, où il faut quand même être extrêmement vigilant. Et puis, une fois qu'on a dit ça, sur la partie sociétale, on a des dons, on accompagne des associations, je pense qu'on le fait à peu près tous. Il y a des campagnes, alors on a l'avantage d'être dans la santé, hein, sur le dépistage des cancers, cancer du sein, colorectal, et ainsi de suite. On est extrêmement mobilisé pour essayer d'aider la population à, comment dirais-je, à être dans une approche préventive. Eh bien, je me pose la question tout seul pour répondre sur Newton, puisque nous aussi, vous expliquez aussi ce qu'on fait. Et typiquement, on essaie à chaque fois, immeuble par immeuble, d'améliorer notre impact et notamment les émissions de carbone. Donc cet immeuble est certifié BREEAM Very Good, à une certification haute qualité environnementale très, très élevée aussi. Et au-delà de ça, ça vient consacrer une bonne construction de l'immeuble, des outils qui ont été mis en place pour bien gérer les consommations de cet immeuble. Mais quand nous, ensuite, on aménage, on fait exprès de choisir des moquettes recyclées, recyclables. C'est la première fois ici qu'on prend des mobiliers de seconde main pour une partie des bureaux qui sont... si vous passez, que vous regardez, ça ne se voit pas en plus. Donc, il y a une partie qui est de seconde main, une partie d'upcycling de matériaux qu'on a utilisés, parce que finalement on s'est rendu compte que l'expérience Newton était tout à fait compatible avec des desks nouveaux, enfin de seconde main et pas forcément tout neuf à chaque fois, quoi. Donc en effet, personne n'est parfait, mais chacun essaie de se bouger et c'est déjà pas mal. Est-ce que vous vouliez encore compléter avant de prendre une ou deux questions de la salle ? C'est amusant votre histoire de nom Pharmacie Lafayette, parce qu'aujourd'hui on se prend la tête pour trouver des noms de marketing, etc. On peut se dire quand même qu'à l'origine Pharmacie Lafayette c'est pas le nom le plus. On s'est dit la pharmacie s'est installée rue Lafayette et en fait ça a été assez binaire comme choix, et en fait il s'avère que avec le temps vous dites que c'est plutôt quelque chose qui a apporté de la valeur à l'entreprise. Alors oui, parce qu'on l'a abordé sous l'angle d'enseigne, c'est-à-dire que Ouais. la majorité des pharmacies n'ont pas d'enseigne. Et donc là où on a disrupté notre marché, c'est qu'on a dit, on veut donner accès à la santé, donc tout ce qui n'est pas médicament remboursé, on veut faire des prix bas. Je vais prendre un exemple, je rentre de Hollande, le Strepsil, pour ceux qui ont parfois mal à la gorge, la boîte de pastilles, il la vend 8,50 €. Dans une pharmacie Lafayette, on est à 4,30 €.
Donc, vous voyez, c'est 2 fois plus cher. Donc, pour des gens qui ont voilà, des difficultés financières, cet accès à la santé est quelque chose d'important. Et on voulait leur donner du pouvoir d'achat. Et donc, dans ce cadre-là, en fait, on a construit une véritable enseigne de pharmacie en respectant l'autonomie et l'indépendance du pharmacien, qui est quelque chose qui est sacro-saint dans ces métiers. Hein, voilà. Et donc, effectivement, la notion de pharmacie Lafayette est devenue finalement la baseline, l'égérie avec la santé pour tous. Mais l'histoire de la création, parce que nous, on est au chemin des Alouettes, on se serait appelé Alouette, je ne suis pas sûre que ça aurait marché, vous voyez. C'est sûr. On peut essayer. Ça fait un peu chemin des Alouettes, miroir aux Alouettes, pardon. Après, si vous cherchez un nom, j'ai une petite société toulousaine qui s'appelle We Come For You. Je peux les mettre en avant. Ils sont super. Ils sont tout jeunes. On ne peut plus changer. Hein, ils sont, En plus, ça a été aidé par Fabienne Pelletier, ce nom d'entreprise ici présente dans la salle. Alors, je ne peux pas la dédire. Ah, je le savais. Merci. Je vous amène. Tiens, un micro. Donc Hervé Gimblet, SG Courtois. Alors moi j'arrive à Toulouse depuis 2 mois. Je viens de Paris et je suis très content d'arriver à Toulouse. Et je ne connais ni la ville ni la région et j'ai aucune attache. Je suis vraiment venu ici sur une opportunité professionnelle, mais aussi sur un coup de cœur, en me disant voilà. Et je me posais une question que je voulais partager avec vous. Parce que cette attractivité, on la ressent de l'Occitanie en général d'ailleurs, et de Toulouse en particulier. Comment est-ce qu'on arrive à anticiper ces flux de population, alors qui sont séduisants au départ, parce qu'il vaut mieux être attractif que pas attractif, mais dans le temps, avec tous les problèmes d'infrastructure que ça génère, l'accès au logement, les transports, pour éviter qu'un jour on se retrouve dans des situations qu'ont connues d'autres villes qui étaient très attractives et qui se retrouvent très engorgées en fait. Voilà. Moi, c'est une réflexion que je pousse et que je partage. Comment est-ce qu'on fait face en fait à ces flux, certes intéressants, et cette attractivité, comment on la gère en fait dans le temps? Alors moi, je peux vous donner un éclairage MEDEF, c'est qu'aujourd'hui, on l'a subi. C'est difficile d'anticiper. Vous voyez, il avait été question il y a très longtemps d'une 3e rocade. Pour faire une 3e rocade, vous imaginez le nombre de terrains, de concertation, le financement à mettre en place. Ça a été une catastrophe. Vous parliez de la ligne à grande vitesse entre Paris et Toulouse. On en parle depuis 20 ans. Et puis, les gens ne sont pas tombés d'accord. Et puis, qui la finance et ainsi de suite, ça met du temps. Là où on peut dire... comme la 3e ligne de métro, mais ça, elle est démarrée. Oui, mais elle a un souci de financement en ce moment. Donc, il va falloir trouver des nouvelles taxes pour pouvoir la financer parce que les coûts ont augmenté de 20-30%. Non, là où il y a par contre des choses qui ont été anticipées, c'est au niveau de la métropole, où le maire, dans pas mal de quartiers, a ouvert des écoles, continue à ouvrir des choses pour essayer de faire que toutes les personnes qui arrivent puissent au moins trouver les services de base que l'on doit avoir. Mais c'est extrêmement compliqué parce que tout étant extrêmement réglementé, vous êtes un peu dans le bâtiment, mais moi j'ai une grande partie de mes copains qui sont dans le bâtiment. Il y a une vraie crise du bâtiment en ce moment. Entre les PLU qui ont été gelés, le fait qu'on ne les accompagne plus aujourd'hui sur tous les projets immobiliers, ici à Toulouse, qui est quand même une très très grosse ville, puisque 15 000 personnes de plus chaque année, c'est une crise sans précédent. Hein. C'est des milliards d'euros qui sont abandonnés par l'État en termes de taxes, notamment quand on va chez le notaire, il y a quand même une partie qui va... Et c'est des milliers d'emplois aujourd'hui où moi, mes collègues que je côtoie régulièrement, aujourd'hui, sont obligés de faire des plans sociaux pour essayer de tenir jusqu'à ce que ça reprenne. Hein. Alors qu'il y aurait besoin aujourd'hui de beaucoup de construction. Oui, effectivement. En fait, on n'y arrive pas à anticiper. Très clairement, l'attractivité des métropoles. Et puis, ça, vous savez, dans les années 90, il y avait l'idée qu'il fallait avoir des métropoles un peu selon le modèle allemand, des grosses métropoles. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ici comme dans d'autres secteurs. C'est qu'on a, à un certain moment, on a vampirisé, on a aspiré toute l'activité et toute la population de villes qui se sont vues décroître à quelques dizaines de kilomètres de ces centres métropolitains. Et ça, c'était probablement une erreur. Voilà, donc aujourd'hui, il y a une renaissance de ces villes à 30-40 km parce qu'on peut, effectivement, il y a des
moyens de travailler à distance, il y a des moyens de déplacement. Alors aujourd'hui, les collectivités font aussi des efforts en matière de train, justement pour pouvoir essayer, mais ça, tout n'est pas... Et c'est aussi des sommes qui sont très très importantes. Aujourd'hui, on voit les besoins qui seraient les nôtres en Occitanie. Si on voulait vraiment avoir un réseau ferré digne de ce nom, les sommes à engager seraient effectivement considérables. Donc on est victime de notre succès. Voilà, les collectivités font ce qu'elles peuvent et elles font beaucoup de choses, mais elles sont un peu submergées. Effectivement, la rocade, le grand contournement dont il a été question dans les années 90, il fallait s'y prendre depuis tellement longtemps pour que ce soit réalisable qu'au moment où on a eu véritablement la discussion, il était bien trop tard pour lancer le projet. L'idée, c'était effectivement d'éviter que les gens arrivent jusqu'à Toulouse pour contourner. Mais aujourd'hui, c'est même pas ça. C'est le nombre de personnes qui viennent dans l'aire urbaine de Toulouse pour aller travailler. Et là, il y a forcément embouteillage. Donc, voilà. Donc, il n'y a pas d'autre solution que d'espérer que les transports collectifs se développent. La nouvelle ligne de métro, ils attendent 100 000 passagers par jour. Vous voyez, c'est colossal. Hein. Donc ça montre à quel point elle est attendue. Est-ce que ça va désengorger la circulation? Probablement, hein, puisque les gens vont la prendre. Mais vous voyez les attentes qu'il y a. Et quand on regarde tout ce qui se construit autour de la Beige, Saint-Orens, et ainsi de suite, c'est colossal hein, de voir tous ces immeubles qui arrivent les uns après les autres. Donc il y a aussi ce devoir d'anticiper, mais qui n'est pas simple, parce que là, pour le coup, vous rentrez aussi sur des oppositions politiques entre les régions, les métropoles, hein, parce qu'il y a un gros sujet de la mobilité périurbaine entre ce qui est à la SNCF, ce qui est à la région, ce qui est à la métropole. Et là, comme dans toutes les grandes villes, hein, parce qu'on n'est pas différent des autres, mettre tout le monde autour d'une table pour arriver à avoir une position commune, sachant qu'il y a des bords politiques différents, c'est pas simple. Voilà. Et on n'est pas meilleur que les autres. Nous, on investit dans plusieurs villes en France, donc on arrive à mesurer, à palper la qualité d'un dialogue entre le privé et le public, entre le monde des entreprises et qui sont souvent les premiers ambassadeurs des territoires à l'étranger et qui sont souvent la raison du succès d'une ville, et le monde institutionnel en face qui gouverner c'est prévoir, donc qui est censé prévoir pour bien gouverner malgré les majorités qui peuvent changer au fil des élections. Et quand la qualité du dialogue entre ce privé et ces institutions est mauvaise, si le politique n'est pas au niveau, pour dire les choses très clairement aussi, et dans le temps long, il y a des gros problèmes, des vraies catastrophes et des déséquilibres entre un dynamisme économique qui n'est pas suivi par les infrastructures de transport. Alors les écoles, on a vu que ce n'était pas le cas ici, mais c'est bien le cas. Et je suis toujours agréablement surpris de voir certaines villes, Lille pour ne pas les citer, mais où depuis des décennies, il y a un dialogue constant, continu, entre du politique et du privé, du monde économique, avec un politique qui comprend à peu près quels sont les sujets du monde privé, quelles que soient les majorités. Et en plus, en général, quand on regarde historiquement là-bas, on ne peut pas les qualifier à la base hyper pro-entreprise. Et ça fonctionne pas mal. Je ne citerai pas d'autres territoires où je suis témoin d'une qualité de dialogue un peu moins bonne. On a une grande force, c'est notre jeunesse à Toulouse. La jeunesse est nombreuse, il y a beaucoup d'écoles. Moi, je vois rien que dans notre entreprise globale, on fait travailler 40 écoles ici à Toulouse. On accueille beaucoup de stagiaires. Les écoles sont en grande majorité dans le centre de Toulouse. Donc intégré dans le cœur de ville, vous parliez vous arrivez dans la ville, sortez un peu le soir, hein, il y a des endroits pour les jeunes à Toulouse, c'est sympa et c'est dans le cœur de ville et donc ça nourrit l'école. Hein. Pour avoir été à Bordeaux pendant quelques années et étudiant il y a très longtemps, il y avait quand même pas mal de facs qui étaient à Talence. Talence, c'est pas à Bordeaux centre. Et nous, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est que dans cet art de vivre à la toulousaine qu'on met tous en avant quand on a des gens qui viennent, voilà, c'est sympa, les gens vivent dehors, il y a plein d'endroits où
y aller, c'est festif. Ça, c'est aussi une des raisons de l'attractivité de notre ville et de notre métropole. Il y a beaucoup moins de stress, on vient tous de Paris. Moi, je suis arrivé il y a 12 ans de Paris. Je vais toutes les semaines à Paris. Honnêtement, quand j'y vais, je pense au moment où je repars. Parce que c'est stressant, parce que la mobilité est encore plus compliquée, parce que ça s'est dégradé, parce que c'est sale, parce que pas mal de choses. On a cet avantage, c'est que ici, dès qu'il y a un rayon de soleil, tout le monde est dehors. Voilà, tout le monde profite de la vie et ça amène sûrement peut-être une productivité meilleure, en tout cas des choses qui font que les gens sont aussi heureux de vivre dans cette ville. Une dernière question ou on l'a fait autour d'un verre? Autour d'un verre? Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous vous. trois. Merci beaucoup. Merci.